19h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi 11 mai. À la une, la Palestine toujours sous les bombes de la horde sioniste. Au moins 6 nouveaux martyrs dans des frappes aujourd'hui sur la bande de Gaza sont à déplorer. Répression et violation des droits de l'homme au Maroc. La MDH appelle le gouvernement à Khanouch à cesser le recours à la force pour réprimer les manifestations populaires. Crise au Soudan, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme appelle les pays à faire pression par tous les moyens possibles pour résoudre la crise. Et puis, ouverture de la 3e édition du Festival international du court-métrage d'Imed Rassen dans la wilaya de Batna. Un parterre d'artistes était présent à cet événement culturel. Et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu ce jeudi une lettre d'invitation du roi Salman d'Arabie Saoudite à participer à la 32e session du sommet de la Ligue des États arabes qui doit se tenir le 19 mai prochain à Jeddah. Le bain de sang en Palestine n'en finit pas. Ce jeudi, 6 nouveaux martyrs sont à déplorer dans un nouveau raid des forces sionistes perpétré sur la bande de Gaza. Le nombre total de morts s'élève en ce 3e jour depuis le début des violences à 28 Palestiniens, dont des femmes et 6 enfants. Les détails avec Naïla Hamouda. La spirale de violence ne cesse de s'aggraver en Palestine. Des morts et des blessés sont quotidiennement dénombrés lors de nouvelles opérations nocturnes menées par les forces d'occupation sionistes. 3 Palestiniens ont été tués ce jeudi avant l'aube dans une frappe sioniste sur le haut d'un immeuble de Khan Younes dans la bande de Gaza. Les opérations militaires sionistes ont fait 25 morts dans cette enclave palestinienne depuis mardi, selon les autorités palestiniennes. Face à la violence incessante, les Palestiniens décident de riposter. La résistance palestinienne a tiré environ 300 roquettes en direction de l'entité sioniste, causant d'importants dégâts, même si cette riposte va servir de prétexte, comme d'habitude, à l'entité sioniste pour redoubler de férocité. La tension n'avait jamais atteint un tel niveau depuis août 2022. Les États-Unis appellent à la désescalade pour empêcher de nouvelles frappes humaines. Les Nations Unies expriment aussi leur inquiétude. L'Égypte tente de convaincre l'entité sioniste et la Palestine d'accepter un cessez-le-feu pour éviter le pire. La violence contre les Palestiniens est érigée depuis quelque temps en règle par l'entité sioniste qui ne veut en aucun cas entendre raison malgré tous les appels au calme. Justement, ces agressions ont suscité de nombreuses réactions internationales ces derniers jours. Parmi elles, la Ligue des États arabes, le Brésil, le Luxembourg, la Suisse, mais aussi la Tunisie et la Chine. Tous ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis de l'escalade sioniste contre le peuple palestinien. Ces derniers ont réitéré leur rejet et leur ferme condamnation des violences perpétrées sur la bande de Gaza, appelant l'entité sioniste en particulier à faire preuve de retenue et à mettre fin à ces violations criminelles. Il y a un an, jour pour jour, que la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh a été abattue d'une balle dans la tête par un tir sioniste. Malgré les nombreuses enquêtes d'organisations et de médias internationaux qui incriminent l'armée de l'occupation, les autorités de l'État sioniste n'ont jamais reconnu leur responsabilité et la fuient toujours. Néanmoins, les Palestiniens ne décolèrent pas. Shirin Abu Akleh restera à jamais gravée dans nos mémoires comme symbole des violations quotidiennes du monstre sioniste. Sohela Kelal. Des images glaçantes qui ont fait le tour du monde. Il y a une année, était abattue de sang-froid la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh sous les regards terrifiés de ses collègues en couverture des événements de Jénine. Un assassinat que le monde a quasiment vécu en direct, comme un mauvais film. Mais cette fois-ci, le héros ne se relève pas, car le scénario est réel. Les balles assassines sont réelles et la mort est réelle.
Les forces de la horde sioniste ont ôté la vie à Shirin Abu Akleh, cette célèbre journaliste très appréciée par les Palestiniens, très professionnelle dans sa couverture, une qualité qui a apparemment dérangé du côté sioniste, qui a fini par la prendre pour cible jusqu'à ce jour funeste du 11 mai 2022, où les forces sionistes ont fini par avoir raison d'elle. Ce 11 mai 2022, le monde s'est réveillé sous le choc de ces terribles images, montrant Shirin au sol, gisant dans une mare de sang. Shirin Abu Akleh vient de tomber d'une balle dans la tête, tirée par un sniper. Des scènes d'une violence inouïe que le monde a du mal à croire. Shirin Abu Akleh a un nom qui est venu s'ajouter à la longue liste des journalistes qui périssent dans l'exercice de leurs fonctions. Le souvenir de Shirin est encore plus que jamais vivant dans les mémoires de ceux qui se sont habitués à suivre ses couvertures à travers la télévision. Un an après, et en dépit des enquêtes restées sans suite, la voix de Shirin Abu Akleh qu'on a voulu taire est devenue plus porteuse après sa mort. Shirin est plus vivante, morte qu'elle a été de son vivant. Face à cette escalade, les Palestiniens ne désarment pas. Des centaines de roquettes ont été tirées hier par la résistance palestinienne en direction de l'entité sioniste. Plusieurs affrontements ont également éclaté ce jeudi entre citoyens et forces d'occupation dans les villes d'El Khalil et de Beit Laham. Le régime du Merzen a poursuivi en 2022 sa politique de répression et de violation des droits humains et des libertés fondamentales. L'Association marocaine des droits de l'homme a appelé, suite à son dernier rapport annuel, le gouvernement de Aziz Akhnouch à cesser le recours à la force pour réprimer les manifestations populaires. La MDH s'est arrêtée sur une série de violations touchant les droits civils et politiques, citant ainsi les prisons qui regorgent encore de nombreux détenus politiques et d'opinion. Le président de la République arabe sahraoui, Ibrahim Ghali, a entamé ce jeudi une visite officielle en Ouganda à l'invitation du président Yoweri Museveni. Une visite de 2 jours qui permettra d'échanger sur les relations bilatérales entre les deux pays, les derniers développements de la question du Sahara occidental ainsi que les questions d'intérêt commun. Imen Merad. C'est accompagné d'une importante délégation que le président de la République arabe sahraoui démocratique Ibrahim Ghali entame ce jeudi une visite d'État de 2 jours en Ouganda, répondant ainsi favorablement à l'invitation de son homologue Yoweri Museveni. Cette visite est marquée du sceau de l'amitié et pour cause, la République sahraoui et l'Ouganda entretiennent des relations fraternelles qui remontent à la fin des années 70, dès lors que Kampala reconnaît la lutte légitime du peuple sahraoui et en fait la sienne. Un intérêt que Yoweri Museveni a réitéré lors de sa visite en mars dernier à Alger. Cela dit, les deux présidents devront également échanger notamment sur les relations bilatérales ou encore les questions d'intérêt commun. Et évidemment, les derniers développements de la question du Sahara se taillera naturellement la part du lion. Le Sahara occidental marque des percées diplomatiques remarquées et remarquables. D'ailleurs, l'Ouganda emboîte le pas à son voisin le Kenya, l'Afrique du Sud ou encore la Tunisie. Autre percée de la dernière colonie d'Afrique, la réaffirmation de nombreux pays du continent de leur soutien à la cause sahraoui devant le comité de l'ONU sur la décolonisation en juin 2022. Il est à noter que la République sahraoui est un membre fondateur de l'Union africaine et en cette qualité, elle prend part à l'ensemble des activités de l'organisation continentale. Et justement à ce sujet, nous avons avec nous Al-Qanti Bala, représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne. Bonsoir. Bonsoir. Alors le Sahara occidental a le vent en poupe et enregistre de grandes percées diplomatiques au niveau africain. Ibrahim Ghali, on le sait, est en visite en Ouganda à l'invitation de son homologue. C'est une véritable avancée pour la cause sahraoui, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Le Ouganda est un pays très important dans la zone d'Afrique de l'Est. C'est un pays assez important. Par ailleurs, il reconnaît la République sahraoui depuis 1979. Aujourd'hui, vu les développements positifs concernant la cause sahraoui, l'Ouganda vient renforcer ce soutien. Les hôtes du président sahraoui lui ont d'ores et déjà exprimé leur soutien et leur solidarité envers la cause du peuple sahraoui et leur soutien à la République sahraoui. Et cela signifie également
qu'un certain nombre de pays africains, et non des moindres, ont l'intention à ce que l'Union africaine, à ce que l'Afrique prenne en charge plus sérieusement la solution de ce conflit d'ordre colonial. C'est ce que ça va être discuté autour de cette importante visite d'État du président Brahim Ghali. Merci beaucoup Al-Qantibala d'avoir répondu à notre question. Je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne. Et le président tunisien Kais Saied a affirmé que son pays étant une importante destination touristique restait sûr au lendemain d'une fusillade meurtrière perpétrée par un gendarme aux abords d'une synagogue sur l'île de Djerba. Le chef d'État a dénoncé lors d'un conseil de sécurité nationale une attaque criminelle et lâche. Pour rappel, l'agression meurtrière qui a eu lieu mardi dernier a fait 5 morts. À ce sujet, l'Algérie a réitéré ce jeudi sa condamnation et son ferme rejet de toutes les formes de violence, indépendamment de leur justification. La diplomatie algérienne a par ailleurs exprimé également ses sincères condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Crise au Soudan, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce jeudi la violence injustifiée au Soudan et a appelé les pays à faire pression par tous les moyens possibles pour résoudre la crise. Lors d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, à Genève, Volker Türk a déclaré que les combats qui ont éclaté le 15 avril dernier ont plongé le pays dans la catastrophe. Le Conseil des droits de l'homme a convoqué cette session extraordinaire pour exprimer sa préoccupation urgente pour les droits et la vie du peuple soudanais. Je saisis cette occasion pour exhorter tous les États influents de la région à encourager, par tous les moyens possibles, la résolution de cette crise. Je condamne fermement cette violence gratuite dans laquelle les deux parties ont bafoué le droit international humanitaire, notamment les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé ce jeudi la réouverture imminente des ambassades en Iran et en Arabie Saoudite. Dans un entretien, Hossein Abdollahian a déclaré que le royaume saoudien avait officiellement présenté son nouvel ambassadeur dans la capitale iranienne. Il a ajouté que Téhéran ne tardera pas à présenter à son tour son ambassadeur à Riyad. L'Arabie Saoudite a présenté son nouvel ambassadeur à Téhéran mardi. Nous présenterons bientôt notre nouvel ambassadeur à Riyad au gouvernement saoudien. Mes collègues tentent depuis plusieurs semaines de préparer la réouverture de notre ambassade et de notre consulat général. J-3 avant le début des élections en Turquie. Dimanche prochain, les citoyens turcs iront élire leur président et leurs députés. Recep Tayyip Erdogan, candidat à sa réélection après 20 ans au pouvoir, semble menacé pour la première fois par l'opposition. Safwan El-Mensabri. Après 20 ans d'omniprésence sur la scène politique turque, Recep Tayyip Erdogan affronte les élections les plus cruciales de sa présidence. Pour la première fois, le président sortant est menacé par l'opposition menée par Kemal Kılıçdaroğlu à la tête d'une alliance réunissant 6 partis de l'opposition. Une coalition à laquelle viennent de s'ajouter les voix de Muharrem İnce, le désormais ex-candidat a annoncé le retrait de sa candidature dans le but de donner toutes ses chances à l'opposition de remporter les élections. Le chef du parti Memleket, Patrie en français, a officiellement apporté son soutien au principal concurrent d'Erdogan. Muharrem İnce était accrédité de 2 à 4% d'intention de vote, dont 50% iront se reporter sur le chef de file de l'opposition selon les sondages. Des sondages qui parlent déjà, l'Institut Condac crédite la coalition de l'opposition de 49,3% d'intention de vote au premier tour, contre 43,7% en faveur du président en exercice Recep Tayyip Erdogan. Le troisième candidat toujours en lice, Sinan Ogan, est lui crédité de près de 5% des voix, un score qui pourrait jouer un rôle déterminant au second tour. Recep Tayyip Erdogan bénéficie du record de longévité à la tête de la Turquie, 5 ans de plus que son illustre prédécesseur Atatürk. Sa popularité a cependant été écorchée par la crise économique qui frappe la Turquie.
Accord sur le blé, l'Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations Unies ont discuté ce jeudi des propositions de l'ONU visant à prolonger l'accord permettant l'exportation sûre du blé ukrainien en mer Noire que Moscou a menacé d'abandonner le 18 mai prochain en raison des différents obstacles. Le président russe Vladimir Poutine envisage de se concerter avec son homologue turc concernant une éventuelle prolongation de l'accord. La Russie a annoncé le rétablissement des vols commerciaux avec la Géorgie et la levée de son régime de visa pour tous les citoyens de ce pays et du Caucase. Une décision qui va, selon la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans le sens de l'approche de principe de Moscou pour une facilitation progressive des échanges et des contacts. De son côté, la présidente de Géorgie a qualifié ce geste de provocation. Énergie, l'Union européenne a lancé son premier appel d'offres international pour des achats groupés de gaz, couvrant la demande agrégée d'environ 80 entreprises européennes, de façon à obtenir de meilleurs prix pour reconstituer les stocks avant l'hiver 2023-2024. Ce mécanisme fait partie des mesures adoptées l'an dernier par les 27 pour répondre à la crise énergétique provoquée par l'envolée des cours du gaz à la suite du conflit russo-ukrainien et la réduction drastique des approvisionnements de gaz russe. Et un mot sur la deuxième demi-finale allée de la Ligue des champions d'Europe. Le derby milanais a tenu toutes ses promesses sur le terrain comme dans les travées de San Siro. Et c'est les Nerazzurri de l'Inter qui se sont imposés à l'extérieur lors de la première manche sur le score de 2-0. Des buts marqués très tôt dans la partie par Dzeko et Mkhitaryan, respectivement à la 8e et 11e minute du match. Avec cette victoire, l'Inter, dernier club italien à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles, prend une sérieuse option sur la qualification pour la finale. Culture avec la 3e édition du Festival international du court-métrage Imedrassen qui s'est ouverte mercredi soir au théâtre régional Salah Lombarkia de Batna en présence d'un public nombreux. La cérémonie d'ouverture du festival organisée par la coopérative culturelle Lemsa a notamment présenté les 22 films participants d'Égypte, de Palestine, de Syrie, de Russie, d'Algérie. Plusieurs figures de l'art et de la culture ont été honorées à l'occasion. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'information continue sur A24 News. À demain.